Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une émission de l'Institut Georges Pompidou. Et comme vous le constatez, cette fois-ci, ce n'est pas dans nos locaux du 6 rue Beaubourg, mais chez Monsieur Galli-Dejean, qui nous fait le plaisir de nous accueillir chez lui, que nous allons pouvoir nous entretenir avec le professeur Philippe Nivet de Paris et son agglomération, donc un sujet que nous n'avons pas encore traité, qui est très important dans la période et dans l'action de Georges Pompidou. Alors Paris, éternel débat, éternels enjeux politiques et symboliques, culturels et politiques, nationaux et internationaux. Paris, au fond, a toujours été l'expression de la centralisation du pouvoir et le fait du prince dans notre pays. Alors la Ve République ne fait pas exception puisqu'elle a considérablement transformé la capitale et son agglomération dans un contexte particulier, un contexte socio-économique qualifié de Trente Glorieuses. Cette politique d'aménagement du territoire avec le fer de lance, l'outil de la datar, interroge donc la place de Paris dans la hiérarchie urbaine. On a parlé de politique de décentralisation et dans une politique socio-économique globale, rationalisée, organisée dans le cadre du plan. Et donc Georges Pompidou s'inscrit dans cette dynamique dès son arrivée à Matignon. Donc pour parler de ce beau sujet, nous sommes donc accueillis par M. Galli-Dejean, grand témoin, ancien collaborateur de Georges Pompidou, et M. Philippe Nivet, historien, professeur à l'université Picardie-Jules Verne et qui est membre aussi du conseil scientifique de l'Institut Georges Pompidou. Alors, Monsieur Galli-Dejean, vous êtes fils d'agriculteur, vous avez fait vos études à l'École nationale professionnelle de Tarbes, puis à la faculté de droit et à l'IEP de Paris. Vous avez été inspecteur des PTT de 1953 à 1957. Vous avez servi en Algérie comme officier de réserve et à ce titre, vous êtes titulaire de la Croix de la valeur militaire. De 1960 à 1967, vous avez été collaborateur de Jacques Marette, ministre des PTT, et député du 15e arrondissement de Paris, avant de devenir maire adjoint de cet arrondissement, puis conseiller municipal en mars 1965, siégeant au groupe UNR. En 1967, vous êtes chargé de mission auprès de Georges Pompidou, puis à l'Élysée, vous le suivez en 1969 jusqu'en mai 1973, vous occupant des problèmes de la région parisienne et des déplacements du chef de l'État en province. Vous poursuivez toujours à l'Élysée comme conseiller technique de mai 1973 à janvier 1974. Et enfin, vous êtes chef de cabinet de janvier au décès de Georges Pompidou en avril 1974 en remplacement d'Anne-Marie Dupuy. Alors, vous avez été réélu conseiller municipal en 1971. Vous êtes ensuite vice-président de 1971 à 1974 du groupe Paris Majorité au conseil municipal. De 1969 à 1977, vous avez été par ailleurs président de la Société d'économie mixte, d'équipement et d'aménagement du 15e arrondissement. Vous êtes occupé en particulier de l'opération du Front de Seine. Vous avez rejoint ensuite le mouvement des démocrates de Michel Jaubert, puis vous redevenez conseiller municipal sous l'étiquette RPR en 1983, désigné maire du 15e arrondissement et vous demeurez maire jusqu'en 2008, tout en étant député de Paris de 1991 à 2007. Vous avez donc été au cœur donc, de cette politique, de cette vie politique parisienne et aussi des aménagements et de la politique régalienne concernant Paris. Vous avez versé un témoignage aux archives orales de l'Institut Georges Pompidou, au programme d'archives orales en 1999 et justement Philippe Nivet avec Véronique Pradier avait organisé donc cet entretien qui compte quand même 10 heures. Donc c'est vraiment un entretien important que nous invitons tous les chercheurs à venir écouter ou réécouter. Alors Philippe Nivet, vous êtes ancien élève de l'ENS Saint-Cloud. Vous êtes agrégé docteur en histoire, professeur d'histoire contemporaine, on l'a dit, à l'université Picardie-Jules Verne. Vous êtes vice-président délégué aux sciences humaines et sociales, directeur du Centre d'histoire des sociétés, des sciences et des conflits, et membre de la commission de la recherche de cette même université. Vous avez consacré une partie de vos recherches à l'histoire politique de Paris. Votre thèse, tout d'abord, sur le Conseil municipal de Paris de 1944 à 1977, thèse publiée dans les publications de la Sorbonne en 1994.
Vous avez également rédigé plusieurs chapitres de l'ouvrage publié chez Armand Collin en 1998, De Gaulle et le RPF 1947-1955, où vous évoquez justement Paris et l'hôtel de ville de Paris, le RPF. Vous êtes co-auteur d'une histoire politique de Paris au XXe siècle, publiée au PUF en 2000, et surtout, vous avez été le coordinateur d'une publication de l'Institut Georges Pompidou, donc le Grand Dessin parisien, une belle publication que nous sommes toujours très heureux de montrer à nos lecteurs et aux chercheurs qui viennent consulter nos fonds. Alors, si vous le voulez bien, pour commencer cet entretien, je m'adresse à vous, Monsieur Galli-Desjean, et je reviendrai un peu sur vos fonctions, sur votre parcours institutionnel, je dirais un petit peu dans la machine, à Paris, à Matignon, à l'Élysée. Si vous pouviez revenir un petit peu sur comment vous avez vu les choses se faire concernant l'administration, l'organisation de Paris, son agglomération. Deux situations m'ont placé, m'ont mis en condition pour justement répondre à des questions que vous me posez. La première, c'est j'ai été élu conseiller de Paris en 1965, ce qui a été déjà une première situation propre à me permettre de voir le fonctionnement de la machine que constitue le Conseil de Paris, mais également les applications et les réalisations qui s'en suivaient. Ça, c'était la première chose. La seconde, qui est plus concentrée, plus précise, c'est que après l'élection de 1965, qui était une élection dite avec des listes bloquées, c'est-à-dire qu'il y avait 9 postes à pourvoir de conseillers de Paris dans le 15e, et la liste qui emportait le plus grand nombre de voix était élue en totalité. J'étais le dernier de cette liste parce que j'étais le plus jeune, et donc nous avons été élus. Et le problème s'est posé de savoir à ce moment-là qui allait prendre en charge la direction, la présidence, direction générale de la société d'économie mixte qui avait été créée très peu de temps avant par la municipalité sortante pour rénover 2 secteurs importants situés à l'intérieur du 15e arrondissement et surtout pour transformer, si je puis dire, complètement le front de Seine, où était située à ce moment-là toute une série d'entreprises, d'usines, dirons-nous, y compris les usines Citroën, et qu'il avait été décidé de transférer ailleurs. Et donc, le Conseil de Paris avait conçu une opération de rénovation particulièrement spectaculaire à l'époque, qui était l'opération de construction de tours qui, aujourd'hui, est visible entre le pont Birakem et le parc Citroën de Paris. Et ces tours, justement, c'est quand même un marqueur fort de cette époque. Ça a été lancé, comment dirais-je, ça a été conçu de manière... Alors, jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de tours construites dans Paris. Les seules qui étaient, si je puis dire, en préparation, étaient celles que Georges Pompidou avait, si je puis me permettre cette expression, portée sur les fonds baptismaux, parce que telle est la réalité des choses. Je veux parler des tours de la Défense. L'établissement public de la Défense a été, si je ne me trompe, comment dirais-je, baptisé et porté sur les fonds baptismaux, disais-je, par Georges Pompidou. Et dans le même temps,
c'est une coïncidence. Dans le même temps, le Conseil de Paris lui-même choisissait, dans les réalisations de construction d'habitations qui lui paraissaient nécessaires, et qui l'étaient effectivement, dans Paris, choisissait un urbanisme ou une architecture de tours. Et le front de Seine a été particulièrement représentatif de ce choix, puisque c'est une des premières opérations d'urbanisme de Paris qui était un urbanisme tout à fait fonctionnel, disait-on à l'époque, mais un urbanisme de tours. Le conseil municipal de Paris, je pense que pour nos spectateurs, il faut un peu revenir sur les choses, n'avait pas le même statut qu'actuellement. Vous avez dit, Olivier, que M. Galli-Dejean avait été maire adjoint du 15e arrondissement avant son élection, ce qui pourrait surprendre effectivement ceux qui nous écoutent, c'est qu'à l'époque, les maires et les maires adjoints d'arrondissement étaient des personnes nommées et qui étaient différentes donc des élus au Conseil de Paris, ce qui explique que, je crois me souvenir que c'est en 1964 que vous avez été nommé maire adjoint du 15e arrondissement, donc antérieurement à votre élection au Conseil de Paris. Donc on avait un statut assez particulier du Conseil de Paris qui ne désignait pas de maire, et d'ailleurs la période pompidolienne va être une période où cette revendication d'une évolution du statut de Paris va être posée avec une acceptation par Georges Pompidou d'une évolution, mais de très forte réticence de sa part à recréer la fonction de maire de Paris pour des raisons qu'il développait et qui pouvaient tout à fait se comprendre dans le contexte historique et politique. Et donc ce Conseil de Paris qui désignait donc un président du conseil municipal a été trop longtemps considéré comme ayant peu de pouvoir. Or, en réalité, il avait des pouvoirs, il travaillait en liaison avec l'État et les préfets, et il avait des débats de qualité. Et quand effectivement se pose, on y reviendra sans doute tout à l'heure, la question de l'urbanisme, de l'habitat, il prépare un certain nombre de plans d'aménagement, et cette question, comme vous venez de le dire, de la construction en hauteur est posée. Elle est posée pour le 15e arrondissement, mais également pour le 13e arrondissement. Et donc il y a effectivement une articulation sur les politiques parisiennes entre ce Conseil de Paris, Matignon, l'Élysée, et M. Galli-Dejean va être un peu à l'interface de tout ça, quand en plus donc, de vos fonctions municipales, vous avez des fonctions auprès de Georges Pompidou, à Matignon, puis à l'Élysée, en particulier pour suivre la préparation des dossiers parisiens. Oui. Et donc, où était le levier principal? On vient de parler du Conseil de Paris. Ensuite, vous travaillez auprès de Georges Pompidou. Comment ça marche, si j'ose dire, pour nos spectateurs? Comment émergent ces projets de transformation de Paris? Comment ça se traduit? Vous voyez, quelles sont les personnes qui rentrent en jeu, si j'ose dire, les structures, il y a le préfet, etc. Comment l'État, donc comment tout ça fonctionne un peu? Parce que finalement, ça a été une transformation considérable depuis l'époque haussmannienne. La démarche que vient de décrire monsieur le professeur Nivet, nouvelle bien entendu, pour ne pas dire révolutionnaire, cette démarche-là était déjà bien entamée quand Georges Pompidou est devenu Premier ministre. Ceci étant, on pourrait dire un mot de l'intérêt qu'il portait déjà auparavant à tous les problèmes parisiens, qu'ils soient culturels, qu'ils soient d'urbanisme, enfin de toute nature. Quand Georges Pompidou est nommé Premier ministre, il trouve cette situation déjà en marche, si je puis dire. C'est quand je parle de situation, cette situation nouvelle sur le plan de l'aménagement de la ville. Et il la trouve déjà en place et
très rapidement, il la prend en main, si je puis dire ça, d'une manière qui ne fait pas de doute, si peu que ce soit. Et à partir de là, non seulement il la prend en main, mais j'aurais tendance à dire, il ne la quittera pas jusqu'à la fin de ses fonctions, et jusqu'à sa mort. Et il préside, quand il est président de la République, il préside des conseils interministériels sur la question de Paris et de l'agglomération, et vous aviez un rôle dans la préparation de ces conseils. Le général avait déjà présidé quelques conseils. Je dis bien quelques parce que je n'en connais pas exactement le nombre, mais ils n'étaient pas très, très nombreux, me semble-t-il. Ceci d'autant moins que Georges Pompidou, Premier ministre à ce moment-là, nous parlons de la période 62-69, Georges Pompidou déjà s'était emparé de tous les dossiers dont nous parlons et sur lesquels qu'on pourra détailler dans un instant. Il s'était emparé de ces dossiers de telle sorte qu'il n'avait, si je puis dire, aucun mal à présider des conseils. Je fais ici la différence entre les comités interministériels, qui sont les réunions présidées par le Premier ministre à Matignon, et les conseils, j'ai dit les comités, j'ai bien dit les comités interministériels et les conseils interministériels, qui étaient les réunions de ministres présidées par le président de la République à l'Élysée. Et Georges Pompidou a tenu, lui, beaucoup de conseils interministériels à l'Élysée. Je disais parce qu'il n'avait pas de difficulté. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait pratiquement à fond, si je puis me permettre cette expression, tous les dossiers parisiens, pour les avoir instruits, dépouillés, discutés, lorsqu'il était déjà Premier ministre à Matignon. Et donc les fameux conseils restreints également, est-ce que Paris a été évoqué dans ces... Les conseils restreints, c'était des conseils restreints consacrés à l'aménagement de Paris et de la région parisienne. Intégralement. Alors, avec la complexité de ces conseils qui portaient surtout sur l'urbanisme, sur l'architecture, sur bien entendu les transports, sur les créations nouvelles de transports nouveaux, de tous les transports nouveaux, sur les réalisations de voies nouvelles. Et donc, c'était des conseils très nourris, si je puis dire. Alors, je me trompe peut-être, mais le sentiment que j'ai au vu des archives, c'est que quand il est président, les deux premiers ministres successifs ne sont pas énormément impliqués dans la définition de la politique parisienne. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je fais une bonne ou une mauvaise lecture? Je crois, monsieur le professeur, que vous êtes tout à fait dans le vrai. Tout à fait dans le vrai. Alors, ceci pourquoi? Bon, d'abord parce que souvent on disait, mais ce gouvernement est un gouvernement de provinciaux, parce qu'il se trouvait comme ça. Les ministres avaient été choisis parmi les députés de province. Et donc, il n'était pas forcément au fait de tous ces problèmes de Paris et de la région parisienne, dont au demeurant, il faut bien dire qu'ils étaient, tels qu'ils se présentaient, particulièrement complexes. À l'inverse, Georges Pompidou, lui, les connaissait par cœur, si je puis dire. Et donc, entre ce que je viens de dire, Georges Pompidou les connaissait par cœur, et les collaborateurs qui se trouvaient auprès de Georges Pompidou, soit à Matignon, je n'y étais pas, soit à l'Élysée, à ce moment-là, je me trouvais être un de ces collaborateurs, qui,
était là en train de moudre du grain, pour employer une expression, sur tous ces sujets, pour tenir au courant, mais de manière très régulière et aussi approfondie que possible, Georges Pompidou, des interventions de ces ministres voire des premiers ministres, qui par fonction même essayaient de prendre en charge, de prendre en main des problèmes de Paris, de la région parisienne. Alors, il faut distinguer quand même plusieurs cas. Il y a eu d'abord Michel Debré, de 58 à 62, si je ne me trompe, qui, lui, avec comment dire, la capacité d'animation qui lui est propre, a, notamment sur le plan des textes, sur le plan institutionnel, bien pris en main les problèmes de Paris et de la région parisienne, avec d'ailleurs des succès plus ou moins grands. Mais en revanche, c'est vrai que quand Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux, est arrivé à son poste de Premier ministre, bon, il était tout à fait capable de se saisir des dossiers, mais enfin, il n'en avait pas la pratique ancienne. Et quant à Pierre Messmer, on connaît ce qu'était sa carrière. Et donc, il n'avait jamais abordé finalement tous ces problèmes. Mais la barre était tenue, si je puis employer cette expression, finalement, par Georges Pompidou depuis 1962, de manière tout à fait, me semble-t-il, efficace. Et elle est sans doute d'autant plus tenue que pour lui, Paris est une vitrine importante au niveau international pour la France, et qu'un grand pays doit avoir une grande capitale. Et donc, est-ce que vous pouvez un peu nous dire sa vision qu'il pouvait avoir de Paris et du rôle de Paris? Le sentiment que j'ai quand je regarde ce qu'a été la trajectoire de Georges Pompidou, c'est que on a le sentiment qu'il est tombé amoureux de Paris jeune. Oui, c'est une espèce de coup de foudre entre l'étudiant qu'il était et la découverte qu'il fait de Paris. Situation qui se renforce d'ailleurs quand il épouse Madame Pompidou, laquelle apporte encore un peu plus dans cette démarche de connaissance, à la fois de connaissance et de, comment dirais-je, de goût très, très prononcé pour tout ce qui fait de Paris une capitale particulière, parmi les plus, comment dirais-je, parmi les plus exceptionnelles du monde. Je crois qu'on peut le dire comme ça, sans que ce soit une manifestation d'orgueil déplacé, que ce soit sur le plan de l'art, que ce soit sur le plan sur tous les autres plans, de la littérature, de la vie, sur tous ces plans-là, Paris avait déjà, j'ai failli dire sur le plan militaire en pensant à Napoléon, mais sur tous ces plans-là, Paris avait était déjà une exception parmi les grandes villes, les grandes capitales du monde. Alors, bien entendu, on pourrait trouver des capitales qui elles-mêmes étaient... Mais je suis sûr que Georges Pompidou avait le sentiment qu'il fallait que Paris demeurât ce qu'il avait trouvé et au besoin perfectionne encore ses qualités et deviennent peut-être encore plus brillantes qu'elles ne l'étaient
quand il est arrivé aux responsabilités. Donc, Monsieur Galli-Dejean, donc effectivement, vous parlez de cette vision de Pompidou, j'allais dire très complexe, totale de Paris, Paris vécu, Paris en tant qu'acteur politique, qui transforme cette ville, etc. Paris aussi capitale économique. Georges Pompidou a quand même travaillé dans les milieux de la finance, à la Banque Rothschild, donc c'est un élément aussi qui est pour lui important, le rôle financier de la capitale, le rôle économique. Donc Philippe Nivet, est-ce que vous pourriez dire quelque chose, enfin nous dire ce que Georges Pompidou avait comme engagement ou vision? Alors on sait que l'aménagement du secteur de la défense c'était quelque chose déjà un petit peu dans les tuyaux depuis longtemps. Il avait au-delà de ça le projet d'une cité financière qui ne se serait pas située à la Défense, mais qui serait située au cœur de Paris, autour du 9e arrondissement, pour faire de Paris une grande place financière internationale. Projet qui n'a pas réellement été à son terme. Est-ce que vous avez quelques éléments à la fois sur les désirs de Georges Pompidou et les freins qu'il a pu rencontrer Alors effectivement, la création d'une cité financière à Paris a été très importante pour Georges Pompidou et il y a porté beaucoup d'attention, mais il s'est heurté à beaucoup de difficultés. Et je garde le souvenir d'avoir essayé de lui apporter des arguments qui auraient facilité la création de cette cité financière. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le professeur, au départ, l'idée c'était en effet de transformer un secteur du 9e arrondissement qui se prêtait, apparemment tout au moins, à la création de quelque chose de tout à fait nouveau sur le plan de la construction, sur le plan du bâti, sur le plan de l'urbanisme. Mais immédiatement, des réticences se sont manifestées. Et en particulier, il y avait des députés locaux qui indiquaient « mais comment, dans la situation où l'on est sur le plan de l'habitation et du logement, comment peut-on envisager de transformer un secteur comme celui-là en bureau, alors qu'il aurait lieu, à y construire de l'habitation ». Et je me souviens des réponses. Alors, je me souviens des réponses que faisait à cet argument Georges Pompidou en disant on peut limiter la quantité de bureaux réalisés et en laissant de la place, en quelque sorte, à l'habitation. Quant à moi, j'essayais d'argumenter en disant pourquoi le 9e arrondissement il s'agit de rééquilibrer la région à l'est, parce que c'était un des sujets de l'époque. À savoir que le poids de la défense, en quelque sorte, à l'ouest, faisait pencher, c'est Georges Pompidou qui le disait, faisait pencher l'Europe du côté de l'ouest, alors qu'il s'agissait, pour la grande capitale qu'était Paris, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait à l'est de la région également beaucoup de constructions et beaucoup d'interventions qui rééquilibreraient en tout cas la région. Et cet argument n'a pas fonctionné non plus, tant et si bien que je garde le souvenir que le problème de la cité financière qui aurait pu s'installer à la Défense, mais pour des raisons diverses, ça faisait, on allait accumuler en plus à la Défense, en plus de tout ce qu'il y avait déjà à la Défense, on allait donc accumuler encore des mètres carrés de bureaux, et donc la Défense était éliminée d'emblée pour ce qui concerne cette cité financière, tant et si bien qu'après beaucoup de tergiversations, la cité financière, finalement, n'a pas vu le jour dans les conditions que souhaitait Georges Pompidou. Et quand vous parlez de cette cité financière, point qu'on ignore souvent, je pense, puisque ça n'a pas été traduit en actes, ça me fait penser aussi au
à un centre culturel pour Paris, enfin un pôle de culture. Dans l'idée de Malraux, dans le 4e plan, je crois, c'était à Nanterre qu'on devait établir une cité de la culture avec, pour le cinéma, pour les arts graphiques, etc. Et finalement, sous Pompidou, il y a un recentrage également sur le plateau Beaubourg. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas aussi peut-être un tropisme de Georges Pompidou à recentraliser un petit peu ces structures? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance quand même à vouloir sortir, à décentrer tous ces équipements. On aménage à l'extérieur de Paris. Il y a eu le plateau de Saclay, une époque, qui a été une opération importante, de déconcentration des lieux de savoir ou de décision. Et là, je me demandais s'il n'y avait pas un lien, s'il n'y avait pas des... Écoutez, il me reste à répondre à deux questions, qui étaient le financement des opérations de Paris, mais je vais répondre tout de suite à la question que vous me posez là sur l'utilisation en quelque sorte des disponibilités foncières du centre de Paris et de l'est de Paris. Je n'ai pas souvenir que cette tentative, ou pour ne pas dire cette tentation de Georges Pompidou ait prospéré. Je ne crois pas. Sauf bien entendu, le centre Pompidou, dont on pourra dire un mot dans un instant si vous le souhaitez. Mais je crois qu'il est important de voir comment Georges Pompidou a accompagné, si je puis dire, de son pouvoir, la transformation urbaine de Paris. Le problème se posait d'une manière générale et pour beaucoup d'opérations de deux façons. La première, c'était il faut de l'argent. Où est l'argent? Dans les caisses de l'État. Et donc, c'est vrai que Georges Pompidou a, par un acte de volonté imposé, notamment au ministre des Finances, cofinancé ou fait financer par l'État, aider le financement d'un certain nombre d'opérations, la plus emblématique étant la voie express rive droite qui a reçu de l'argent de l'État. On pourrait citer bien d'autres cas, mais en tout cas celui-là, il est certain. Georges Pompidou a voulu la voie express rive droite, et il l'a voulu en la cofinançant, et ceci malgré les résistances du ministre des Finances. Ça, c'était la première méthode qui s'est reproduite à plusieurs occasions. Il y en a une seconde qui est la suivante, c'est qu'il a été le premier, j'ai failli dire le seul, qui a encouragé les capitaux privés à venir participer au cofinancement des grandes opérations. En d'autres termes, par exemple, dans les sociétés d'économie mixte, dont le capital était pour l'essentiel la ville de Paris, eh bien, très rapidement, pour plusieurs sociétés d'économie mixte, et c'était le cas de celle que je présidais, la caisse de retraite du bâtiment, par exemple, qui avait des réserves, est devenue administrateur de ce dé. Et finalement, les financements privés sont venus accompagner le développement des zones d'aménagement concerté et des constructions qui y étaient réalisées. Voilà, c'est les deux choses. Et je crois qu'on doit à Georges Pompidou cet accompagnement, cet apport de l'argent privé à la réalisation, mais de maisons, de bâtiments d'habitation, pas seulement de bureaux. Certes, les banques étaient surtout intéressées par les bureaux, mais je précise bien que souvent l'argent privé allait à la réalisation de bâtiments d'habitation. Oui, et justement, en parlant d'habitat, est-ce qu'il y a cette politique
il y a eu la reconstruction, il y a un besoin de logement en France qui a toujours été un enjeu, même encore aujourd'hui. À l'époque, on a beaucoup construit. Georges Pompidou arrive à une époque où on assainit les îlots d'insalubrité à Paris, les derniers, bidonville dans le 13e, à Nanterre, etc. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une vision, enfin, on sait qu'il met l'accent sur les enjeux économiques, industriels, mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi sociale, une considération aussi du cadre de vie, de l'environnement urbain, et sans aller trop loin, mais en 71, il crée un ministère de l'Environnement, il est préoccupé à la fois des conditions de vie, des conditions sociales, mais aussi de la qualité de vie qui représente aussi pour lui une forme peut-être d'humanisme, on ne sait pas, de bien vivre. Voilà, donc il y a une espèce d'empathie pour le sort des urbains, si j'ose dire, et de certaines classes sociales. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet ? Il me semble qu'il y a sur ce sujet-là deux époques. La première est la suivante, dont l'histoire, pardonnez-moi monsieur le professeur, ne parle pas beaucoup, et qui est la suivante, pourtant très importante. C'est que les années fin 60 et 60 sont marquées par un phénomène national extrêmement important et difficultueux pour Georges Pompidou arrivant aux responsabilités, et qui s'intitule « Paris et le désert français ». C'est quoi ça? C'est la désertification des campagnes, mais d'une manière extraordinaire, qui voit affluer dans les endroits où il y a des emplois, et donc dans Paris, où l'industrie prospère, qui voit affluer d'énormes quantités de population pour lesquelles il n'y a pas d'habitation disponible dans Paris. Et donc on assiste à une espèce de hâte à construire, de rapidité de construction, dont il faut bien reconnaître que la qualité esthétique, et sans parler pour dire environnementale, n'a pas été extraordinaire, il faut bien le reconnaître. Et il y avait, pour ma honte, au cœur même de l'opération du front de Seine, dont je connais tout ce qu'on en a dit et tout ce qu'on a écrit dessus. Mais il est vrai que la première tour qui a été construite au cœur même de l'opération, une espèce de bâtiment sans aucune esthétique d'aucune sorte. Je crois que c'est Fermigier qui disait c'est l'année zéro de l'architecture. Mais pourquoi? Le problème, c'est qu'il y avait là 400 logements qui étaient indispensables, qu'il fallait tout de suite avoir à disposition pour toutes ces populations qui arrivaient des campagnes, on va dire. Ça, c'est la première époque. Il y a une deuxième époque ensuite où Georges Pompidou étant Premier ministre et encore plus Georges Pompidou étant président de la République, le souci d'esthétique, le souci de qualité à la fois de l'architecture, de la construction même des bâtiments et de l'environnement, de tout ceci, ce souci a été, comment dirais-je, mis en place, a été adopté par Georges Pompidou, et c'est à partir de ce moment-là que on a assisté à une amélioration du bâti et de l'architecture. Alors, avec une remarque que je fais, très rapidement, c'est que, s'agissant de la qualité de l'architecture, il y a les tours de bureau et les tours d'habitation. Oui. Je résume, la tour de bureau, qui paye la façade, qui paye la qualité des matériaux? C'est l'entreprise richissime qui se paye une tour de bureau. La tour d'habitation, qui paye la façade, qui paye la qualité des matériaux, qui paye tout ça? C'est l'acquéreur, c'est le locataire ou le futur acquéreur. Et il est évident que l'attitude des promoteurs de ces tours d'habitation, elle était toujours de
toiser, de diminuer la qualité architecturale des bâtiments au profit de la rentabilité économique de la construction elle-même. Pour prolonger ce que M. Galli-Dejean a mis en perspective sur cette question de l'habitat, effectivement, le livre de Jean-François Gravier, Paris et le désert français, donc, paraît en 1947, si mes souvenirs sont bons, mais il a une postérité importante, qui d'ailleurs pour Paris pose la question, on a évoqué effectivement tout à l'heure le rôle des élus de province, il y avait au niveau national le débat de savoir s'il fallait mettre de l'argent pour aménager Paris et sa banlieue, compte tenu de cette réalité avancée de Paris et le désert français. Et effectivement, il y a eu ces migrations de travail vers l'agglomération parisienne. Ajoutons à cela que c'est les années où les générations du baby-boom qui commencent en 1943 arrivent à l'âge adulte de s'installer. Donc il y a, dans les années 60, énormément besoin de logement. Il y a eu un très important retard de construction sous la 4e République, où il y a eu très peu de construction. Ça apparaît aussi dans les débats du conseil municipal, quelques idées lancées, mais ça n'a pas résorbé le retard en logement. Et une dégradation du logement. Maintenant, tout le monde admire le Marais, c'est devenu un quartier très fréquenté, mais enfin c'était aussi le Marais, l'îlot insalubre numéro 16 pendant longtemps, et quand on voit les photos de l'îlot 16, un peu antérieur à l'époque de Georges Pompidou, mais pas de tellement en réalité, on voit quand même toute la dégradation de l'habitat et ces questions de l'insalubrité qu'on soulevait. Donc il y avait quantitativement des besoins considérables en logement, ce qui peut expliquer effectivement qu'il a fallu trouver des solutions, et au niveau du financement, avec quelques contestations politiques. Je me souviens d'un débat où Maurice Berlemont, qui devait être l'élu communiste, sort la lettre de Georges Pompidou encourageant la participation du privé au financement, donc pour refaire un gros scandale en Conseil de Paris, et d'où aussi parfois des choix architecturaux un peu rapides, mais qui répondaient à une nécessité. Et il y a Paris, j'allais dire intramuros, parce que c'est la réhabilitation de ces îlots d'insalubrité ensuite font l'objet d'une spéculation. Enfin, c'est le mètre carré finit vite par grimper. Et concernant, je dirais, la première couronne... Il y a l'idée aussi de loger des gens dans ce qu'on appelle les villes nouvelles, qui datent aussi de l'époque de Georges Pompidou, et qui sont à ce moment-là lancées dans une grande périphérie parisienne. Une grande périphérie, oui. Il y a ce discours, je crois que c'est à la préfecture de Nanterre, quand il inaugure les préfectures des nouvelles préfectures, des nouveaux départements, parce que il y avait quand même une redéfinition administrative, territoriale. Alors, c'était lié aussi, je pense, à des idées sur le développement de cette agglomération. Mais comme vous le soulignez justement, Paris et le désert français, justement, est-ce qu'il faut tant investir dans Paris et si on rééquilibre Paris, mais pourquoi pour rééquilibrer Paris, il faut tant faire pour Paris? Et on pourrait encore parler des transports, parce que c'est considérable. On voit il y a cette photographie où il est dans la station de métro Auberge, je crois, et voilà, la nouvelle station du RER. Donc Philippe Nivet... Ce qu'il faut dire, et je pense que M. Galli-Dejean pourra préciser, il y a quelques clichés sur Georges Pompidou qui existent. Par exemple, un président uniquement attaché à l'automobile. C'est ça, oui. Alors, il y a effectivement eu des réalisations en faveur de l'automobile. On a déjà évoqué donc les voies express rive droite et le projet de voie express rive gauche. Mais il y a également, il y a des textes de Georges Pompidou qui sont très explicites, une volonté de développer les transports en commun. Il explique bien que l'un ne saurait aller sans l'autre, et effectivement ces projets de RER qui sont alors développés pour faciliter le transport dans l'agglomération parisienne. Donc il faut avoir, et Mathieu Floreau qui a dirigé le livre avec moi et qui est plus spécialiste de l'automobile le montre bien, il faut avoir une vision beaucoup plus nuancée de la politique de transport de Georges Pompidou, en particulier pour l'agglomération parisienne.
Je souscris entièrement à ce que dit le professeur Nivet. Ceci est plus ou moins lié, et plutôt plus que moins, au problème des villes nouvelles. Parce que pour les promoteurs qu'on essayait de faire venir dans les îlots de villes nouvelles, il ne s'agissait pas de leur dire vous allez construire là. Si on leur disait, vous savez, une ligne de métro va être prolongée jusqu'au cœur de la ville nouvelle, ça donnait créance j'allais dire, à la ville nouvelle. Alors que s'il n'y avait pas de transport en commun, ça affaiblissait en quelque sorte la création des villes nouvelles. Alors, disons juste un mot que vous l'avez évoqué à l'instant, des villes nouvelles. Le sujet des villes nouvelles, quand on le regarde dans sa trajectoire, a été, c'est très curieux, a été, comment dirais-je, extrêmement difficile et qui a connu des avatars de toute nature pendant de très nombreuses années. Et ceci partant de Michel Debré, Premier ministre, si je puis dire, jusqu'à Georges Pompidou, qui a eu pas mal de difficultés, qui a eu du mal à donner vie, si je puis dire, aux nouveaux départements et aux villes nouvelles, parce qu'il y avait des oppositions de toute nature, parce que on lui opposait toujours des problèmes administratifs. Oui, le district qu'on avait créé faisait faillite. Enfin, ça a été extrêmement difficile. Jusqu'au moment où Georges Pompidou, faisant acte de volonté, a créé, je parle sous le contrôle de M. Nivet, a créé le groupe central des villes nouvelles, qui a été un organisme nouveau qui avait pour objet de mettre un terme en quelque sorte à toutes les tergiversations, et de telle sorte que les villes nouvelles ont trouvé leur existence avec le département, lequel département venait exister avec la préfecture qui était elle-même, j'allais dire, décidée, construite, et donc on avait la préfecture et le département, et par voie de conséquence la ville nouvelle. Mais c'est vrai que Georges Pompidou a eu beaucoup de mal à mettre en place ce système des villes nouvelles et des nouvelles préfectures. D'ailleurs, il a profité, quand tout ceci a été réalisé, il a volontiers, très volontiers, inauguré les préfectures. La question que je me pose, tout simplement, c'est les obstacles politiques, les millefeuilles administratifs, même s'ils ont ajouté des éléments de structure administrative pour faciliter les aménagements que le régalien voulait réaliser. Bon. Donc ce qu'on appelle aussi maintenant la démocratie locale, etc. Bon. Les experts, les géographes, les urbanistes, les architectes, etc., les commissions, etc. Mais comment arrivait-il, parce que même s'il est décisionnaire, alors il a été Premier ministre, il était président de la République, c'était peut-être un peu plus simple, mais quoique j'ai retrouvé dans les archives il y a 2 ans, aux archives nationales, où il a l'air d'expliquer que ce n'est pas toujours si facile de pouvoir se faire entendre, puisqu'il dit à messieurs Guichard et Duhamel, « Paris, capitale de la France, ne peut se transformer sans l'aval du chef de l'État, qui ne doit pas apprendre les décisions, positions ou initiatives par la voie de la presse. » Donc voilà, ça en dit quand même long voilà, et j'aimerais qu'on arrive un petit peu à conclure là-dessus, parce que c'est ça un petit peu la vraie question. Alors, il a en plus créé un ministère de l'Environnement, qui devait être un petit peu, comme disait Robert Poujade, le poil à gratter des différentes administrations. Donc c'était aussi du transversal. Paris, c'est pareil. Ça empile tout un tas de problématiques, de secteurs, d'échelles administratives, etc. C'est extraordinairement compliqué. Et moi, je me pose la question, comment on arrive, malgré tout ça, à enclencher et à faire des choses, si j'ose dire concrètement, et à traduire concrètement une action politique, une action publique. A rencontré quand même une certaine difficulté dans sa prise de fonction de Premier ministre, certes à l'abri du général, mais une certaine difficulté. L'ensemble du personnel politique au milieu duquel il avait désormais à gouverner avait un Dieu,
si je puis dire, qui était le général, et un grand prêtre, qui était Michel Debré. Mais Georges Pompidou, là-dedans, n'existait pas, si je puis dire, en tant que grand prêtre. Et donc, il a réussi, ça pour moi, ça m'a toujours étonné, il a réussi à s'imposer à la fois à l'ensemble des personnels politiques et à devenir une espèce de chef d'équipe, une espèce de, si je puis employer cette expression, s'agissant du Premier ministre, qui fait que le personnel politique, d'un coup, a dit, mais voilà, c'est lui qu'il faut suivre. Et ceci, d'ailleurs, s'est traduit de manière extraordinaire en mai 68. On a vu là qu'en effet, Georges Pompidou était devenu ce que j'appelle le chef d'équipe, en quelque sorte. Et dans un événement national, mais parisien quand même. Dans l'espace parisien. Mais parisien a joué parmi les rôles multiples que cette capitale est capable de jouer. Ça faisait quelque temps qu'elle n'avait pas joué le rôle du révolutionnaire. Elle a trouvé le moyen, de et ça n'a pas dû encourager Georges Pompidou à aller jusqu'au bout de la réforme et à recréer le poste de maire de Paris. Ouais. Il était, alors je précise ici pour les futurs lecteurs ou auditeurs de ceci, qu'il était résolument opposé à la création d'un maire de Paris. Alors, quand Georges Pompidou meurt en 1974, vous quittez la sphère du pouvoir élyséen, il y a un certain nombre de projets parisiens qui sont remis en cause par Valéry Giscard d'Estaing. Comment vous percevez la chose et de façon plus générale, comment vous percevez l'image renvoyée de la politique parisienne de Georges Pompidou? Alors, nous sommes là en face de l'opération politique la plus... Je voudrais être prudent dans mon mot, parce que je ne voudrais pas être injurieux vis-à-vis d'un ancien président de la République. Enfin, voilà, Giscard voulait être élu. Il avait quand même su sentir qu'il y avait une certaine opposition, quand je dis certaine, même une opposition certaine à la construction, à ce qu'avait été l'urbanisme de Georges Pompidou, et notamment la construction en hauteur. Et il s'est saisi de ce rejet par la population de ce type de œuvre pour en faire une rampe de lancement, en indiquant que, bien entendu, tout ça a été de mauvaise qualité, que tout ceci n'était pas acceptable, et que, bien entendu, si on l'élisait président de la République, il changerait tout ça et améliorerait considérablement les choses. Oui, donc là, vous voyez aussi entre la succession giscardienne, parce qu'il y a d'autres points comme ça, d'autres secteurs, où effectivement les choses ne vont pas en continuum, on va dire. Donc, parfois pour des raisons avancées d'ordre économique et financière, mais bon, c'est vrai que puis Valéry Giscard d'Estaing, on le sait, n'aimait pas non plus avait un goût très classique sur un certain nombre de sujets, et d'abord à l'Élysée, donc il ne reste plus grand-chose du salon Paulin, le salon Agam a disparu lui aussi, bon voilà, donc écoutez, je pense qu'on a vu effectivement ici différents aspects, et j'étais surtout très content qu'on arrive à esquisser un petit peu la place de Georges Pompidou dans ses différentes fonctions par rapport aux obstacles, à la complexité du sujet. Enfin, une conviction personnelle, mais on peut le constater, vous avez travaillé, Philippe Nivet, sur ce sujet-là, c'est même dans les archives, tout s'empile, tout s'emboîte, c'est extraordinairement complexe. Et au fond, la question, c'est toujours, surtout aujourd'hui, on parle de remise en question de la crédibilité de l'action publique et politique, où on taxe le pouvoir de temps en temps d'incapacité à agir, etc. Alors il y a parfois peut-être des surenchères de communication pour montrer qu'on agit, mais enfin en tout cas là, on a l'impression qu'il y a quelque chose de concret qui s'est fait,
qui ensuite est contesté. Hein. Bon, c'est peut-être le lot de toute action un petit peu importante, hein, surtout dans la capitale. Hein. Même l'osmanisation de Paris, elle n'a pas toujours été bien vue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait eu un article dans le Figaro sur Anne Hidalgo et Georges Pompidou, les tortionnaires de Paris, ville verticale. Donc c'était un collègue d'histoire de l'art, de l'architecture, qui disait Paris est une ville horizontale, et Bernard Eisenberg avait voulu obtenir un droit de réponse dans la presse à ce sujet pour expliquer un petit peu de façon nuancée ce qu'avait été cette époque et ce qu'on avait tenté de faire. Voilà, donc je pense qu'on a réussi à peu près à essayer de réévoquer, grâce à vous, à votre parcours et comment vous avez vu un petit peu les choses de l'intérieur, de préciser un petit peu tout ça, et aussi grâce à Philippe Nivet qui connaît bien Juste une phrase. Oui. Je pense que Georges Pompidou était un homme exceptionnel. Précisément parce qu'il a été capable de gérer l'ensemble des difficultés auxquelles il était confronté de la manière que vous venez de dire. Je rajouterai simplement une difficulté qu'il a aussi gérée, non sans difficulté, qui était ses rapports avec le général. Oui, ça c'est un autre sujet sur lequel nous ne reviendrons pas ici. Et voilà, bah écoutez, je voudrais encore dire ces deux lignes que j'avais trouvées comme dans cette correspondance avec Guichard et Duhamel, lorsqu'il est président de la République. Comme vous le savez, les problèmes d'urbanisme parisien et ceux d'architecture ou d'environnement qui y sont liés, qu'il s'agisse de protection des sites ou de construction nouvelle, m'intéressent au plus haut chef. Voilà, donc ça montre très bien son... Bonne conclusion. Voilà, ça, pour Beaubourg, c'était aussi un secteur qu'il visitait quand il était au quai de Béthune, il passait souvent dans le secteur. Finalement, ce projet est venu aussi peut-être de ses déplacements, je dirais, urbains. Hein, voilà. C'est aussi un espace vécu, hein, à Paris, etc. Donc l'homme privé, l'homme public, il y a aussi... J'ai l'impression que j'ai eu à travers ces différentes émissions et ce qu'on écrit sur Georges Pompidou, c'est qu'il y a un logiciel particulier. Chaque président de la République habite la fonction en fonction de ce qu'il est. Mais avec Georges Pompidou, c'est vrai qu'on a affaire encore à un littéraire aussi, à quelqu'un qui a appris différents métiers, la finance, etc., l'action publique. Donc il y a peut-être une capacité à emboîter différents secteurs, différents domaines, à synthétiser. Et souvent, c'est ce que Bernard Eisenberg nous rappelait, c'est cette capacité de synthèse et de mûrir des sujets avec un logiciel un peu plus complexe, en tout cas pas formaté, pas trop technique ou pas seulement technique. Enfin, c'est des choses qui mériteraient d'être encore approfondies. Bon, écoutez, je vous remercie infiniment, Monsieur Galli-Dejean, de nous avoir accordé un peu ce temps précieux, de nous avoir accueillis aussi chez vous. Philippe Nivet d'avoir bien voulu accepter de venir également reprendre un petit peu des dossiers anciens. Voilà, des dossiers anciens. Et peut-être de les compléter un petit peu, je ne sais pas, même si les entretiens étaient déjà très importants, 10 heures d'entretien qui étaient très construits. Quand on revoit les archives de l'Institut Georges Pompidou, on voit que tous ces entretiens étaient vraiment calibrés, pensés pour en faire des fonds d'archives utiles à la recherche. Donc j'invite aussi effectivement tous nos collègues ou chercheurs ou étudiants à venir effectivement consulter notre fonds d'archives orales et nous rejoindre à l'Institut Georges Pompidou. Voilà, donc écoutez, je vous quitte, nous vous quittons et nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission sur Georges Pompidou, la période pompidolienne et différents sujets qui méritent encore d'être abordés et de vous être présentés. À bientôt.